Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Qualitat pour notre magazine géopolitique bi-hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient avec aujourd'hui comme invité le Rav Chaim Dinovitch. Shalom Rav Dinovitch. Bonjour, oui, ça fait longtemps qu'on n'était pas ensemble et j'espère pouvoir bien reprendre si Dieu veut. Voilà, c'est donc à part je dirais les conséquences et les lendemains incertains, c'est le moins qu'on puisse dire, du coronavirus, de cette pandémie qui ne semble pas du tout derrière nous, contrairement à ce que beaucoup d'Israéliens le voudraient. L'essentiel du débat public sur la scène israélienne a trait aujourd'hui au projet du gouvernement d'union nationale d'étendre en principe pour le début juillet l'application de la souveraineté israélienne sur environ un tiers des terres de Judée-Samarie et sur toute la vallée du Jourdain. Un débat évidemment politique, mais aux implications bien plus larges, notamment juridiques, géopolitiques, mais aussi sociétaires au plan israélien, surtout en ces journées où Israël commémore le 53e anniversaire de la guerre des 6 jours de juin 1967 et la libération de Jérusalem. Alors, Rav Dinovitch, au-delà de toutes ces polémiques politiciennes qui traversent les médias, quel est selon vous, et c'est pourquoi d'ailleurs nous posons la question, l'enjeu de fond de ces interminables discussions sur l'avenir de la Judée-Samarie? Écoutez, c'est un sujet qui est bien sûr tellement vaste qu'on n'aura pas la possibilité même pas d'approcher le commencement du commencement de ce sujet dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Mais très brièvement, j'ai déjà mentionné de nombreuses fois dans différents cours que finalement, quand on lit la Bible, le Nar en hébreu, on s'aperçoit que la Torah ne parle pratiquement, dans toute l'histoire juive biblique, la Torah ne parle pratiquement que de la Judée et de la Samarie. De temps en temps, on parle aussi d'autres territoires, mais disons les territoires qui sont constamment rapportés dans le Nar, dans la Bible, c'est la Judée et la Samarie. Ce qui veut dire qu'il est absolument clair que si la Torah ne parle que de la Judée et de la Samarie, c'est qu'elle considère que ce sont les territoires les plus israéliens, les plus juifs, ceux qui représentent d'une certaine manière l'âme, l'énergie, l'essence même du peuple juif. Et on va expliquer dans quelques instants pourquoi. Et donc, on en arrive toujours à ce paradoxe bien évident qu'on retrouve dans tous les aspects, pendant toute l'histoire du peuple juif, c'est toujours ce qui est le plus à nous, qui est le plus revendiqué et le moins accepté. Et c'est quelque chose de phénoménal qu'on pourrait revoir dans différents sujets. Par exemple, très brièvement, on est le premier peuple sur Terre à avoir dévoilé la notion de Dieu, du Dieu un, c'est-à-dire donc d'avoir combattu l'idolâtrie. Et puis quelques siècles après, on va être accusé d'avoir tué Dieu. Vous voyez à quoi je fais allusion. Ça veut dire qu'on nous accuse toujours d'être l'absolu contraire de ce pourquoi on existe. On existe en Israël, surtout pour la Judée et la Samarie, et les nations ne l'acceptent pas, une grande partie, même chez nous non plus. Il y a eu, comme on le sait, une grande manifestation hier du côté gauche de la scène politique, et les nations n'en parlons pas. Et donc, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui se cache? Pourquoi précisément les deux terres dont la Torah parle constamment comme étant la véritable propriété de notre peuple sur notre terre, pourquoi ce sont ces terres-là qui sont les plus revendiquées? Alors, Oui. Alors allez-y, mais je voulais vous demander, en marge, je veux dire en parallèle, vous allez répondre aussi à cette question. Je voulais introduire un paradoxe, pas seulement Israël face aux nations, mais Israël à l'intérieur de lui-même, puisque alors que du côté palestinien, où on fait mine de croire ou de faire croire que à la communauté internationale, à l'ONU et à l'Europe, que cette autorité palestinienne se contenterait de la solution dite à deux États, l'un israélien, l'autre palestinien qui vivraient ensemble côte à côte, alors que tous les mouvements palestiniens, alors que tous les mouvements palestiniens, et pas seulement le Hamas, revendiquent en fait les terres de Haïfa, de Netanya, d'Ashdod et de toute la plaine côtière, et Tel Aviv bien sûr, il y a quand même
peu d'Israéliens sont en accord avec ce projet d'éradication pure et simple de l'État juif. Mais malgré tout, on constate, et comment vous expliquez, alors c'est sans doute une partie de votre développement, que d'après tous les sondages, si plus de 50% des citoyens israéliens d'aujourd'hui sont favorables à cette extension de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, 30% y sont farouchement opposés. Vous citiez la manifestation de samedi soir, d'ailleurs arabe et israélienne, contre ce projet, au nom d'une soi-disant paix envisageable pour demain, avec le futur État palestinien qu'ils appellent de leur vœu. Et ce, alors que, comme vous le disiez, l'histoire hébraïque en terre d'Israël atteste une bien plus forte présence hébraïque et juive pendant 1000 ans au moins en Judée-Samarie. Ce sont les terres du Tanar, du Nar, bien plus qu'à Tel Aviv, vers Haïfa. Comment expliquer ce paradoxe intérieur aussi? Écoutez, encore une fois, très brièvement, je pense qu'en Israël particulièrement, le conflit politique n'est qu'une vitrine. Je suis persuadé, on est des milliers à l'être dans ce pays, qu'en vérité, à la différence d'autres pays où il y a effectivement un conflit entre la gauche, la droite, ou en Amérique, démocrates, républicains, en Israël, le conflit politique n'est qu'une vitrine qui cache en vérité quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire ce que je pourrais appeler, moi, un conflit idéologique sur l'identité du peuple juif revenu sur sa terre. La gauche réclame une identité qui n'a rien à voir avec sa véritable source, sa véritable histoire et surtout son avenir. La gauche revendique une nationalité, une identité nationale qui est tout simplement une nation comme les autres. C'est-à-dire donc une séparation totale, absolue entre l'Église et l'État, chez nous entre la synagogue et l'État, être un pays occidental à 100%, dont l'histoire et surtout, on pourrait dire, j'aime pas le mot religion, donc je vais pas l'utiliser, dont la spiritualité ne peut en aucun cas devenir une partie de l'identité nationale. C'est ce que revendique la gauche. La gauche ne veut pas, elle veut se déraciner, se découper, se couper totalement de son histoire biblique, de sa mission, de sa fonction et de son avenir. Et donc c'est la raison pour laquelle la gauche ne veut absolument pas la Judée et la Samarie, parce que la Judée et la Samarie sont les territoires qui nous rattachent à notre passé, à notre histoire, à notre identité profonde et réelle, à notre présent et surtout à notre avenir. Donc, je ne dis pas que tous les gauchistes sont conscients du pourquoi de leur combat, mais c'est absolument évident que ce n'est pas un problème politique. Ils ont beau dire que si on annexe une partie de la Judée-Samarie, ça va causer des problèmes de terrorisme ou de guerre. Tout ça, c'est uniquement la vitrine. La vraie raison est qu'une partie importante de notre peuple ne veut pas vivre en tant que juif sur la terre d'Israël, mais en tant que citoyen israélien qui inclut aussi bien et au même niveau un citoyen arabe, un citoyen chrétien, un citoyen ce que vous voulez. C'est la citoyenneté israélienne. Comme en France, on peut être musulman et français, on peut être juif et français, on peut être laïque, chrétien, catholique, protestant, évangélique et français. La gauche veut la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'État de tous ses citoyens. C'est une formule qui avait été avancée par Yossi Bellin. Et c'est pour ça que la gauche ne veut pas la Judée et la Samarie, parce que la gauche sait très bien que la Judée et la Samarie représentent l'essence même de l'histoire d'Israël sur sa terre. Et donc c'est pour ça qu'ils luttent contre la Judée et la Samarie, pour qu'il n'y ait aucun rattachement possible à l'identité profonde, essentielle du peuple juif sur sa terre. Puisque ça, c'est la raison de cela. Ça, c'est évidemment, vous avez raison de le souligner, la raison négative. Mais sur le fond, ce débat autour de l'avenir de ces terres hautement chargées de force identitaire et pas seulement historique, ce débat rejoint un débat connu dans le peuple juif entre les tribus d'Israël. C'est pas nouveau, je dirais. Il y a toujours eu, et comme je dis toujours en plaisantant à moitié, la raison pour laquelle le maître du monde nous a choisis, parce qu'il s'est dit, si je réussis avec les Juifs, je réussirai avec tout le monde. En ce sens qu'on est un peuple très compliqué, très, très compliqué.
Pourquoi? Parce que nous sommes nés à partir de 70 personnes, la famille de Yaakov qui descend en Égypte. Et pourquoi 70? Parce que 70 représente, selon notre tradition, l'humanité tout entière, les 70 nations. C'est-à-dire que le peuple juif est un peuple très particulier qui contient finalement, dans ce peuple minuscule par rapport aux Français, aux Américains, aux Russes. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. On est en Israël, on est 6 millions de Juifs, 7 millions de Juifs. Et donc, même si tous les Juifs étaient en Israël, combien qu'on va être? 12, 13 millions, c'est Paris et la banlieue. Donc, on est un peuple minuscule qui contient toutes les facettes de l'humanité. C'est la raison pour laquelle on a tellement de problèmes à l'intérieur de nous. Regardons ce qui se passe à l'échelle de l'humanité tout entière, tous les conflits qu'il y a entre les différents peuples. Et toute l'histoire humaine, c'est essentiellement des guerres, des conflits, etc. Comment arriver à unir des peuples, des mentalités, des visions du monde tellement différentes? Chez nous, tout se trouve à l'intérieur d'un peuple petit, minuscule, où on a les 70 facettes des 70 nations, avec toutes les visions possibles et différentes et à l'extrême opposé l'une de l'autre, qui se trouvent chez nous à l'intérieur de notre peuple. C'est pour ça qu'on a tellement de conflits à l'intérieur de notre peuple. C'est pour ça qu'on est l'un des plus petits peuples sur Terre et on est le peuple qui a le plus de partis politiques. C'est de la folie pure. En Amérique, ils sont 400 millions de personnes, ils n'ont que les démocrates et les républicains. Chez nous, on a 50 partis alors qu'on est 6 ou 7 millions sur notre terre. Parce que justement, ce peuple-là porte en lui tous les conflits de l'humanité. C'est pour ça qu'on a tellement de mal à trouver un chemin, à trouver une vision qui arrive à englober ne serait-ce que la majorité. Et donc, c'est le problème fondamental que nous avons. Et comme Alors, est-ce que cette opposition radicale entre, disons, les forces, j'allais dire pas forcément de gauche, mais cosmopolites, de la normalisation de la condition juive, et les forces identitaires qui malgré tout s'identifient au projet hébraïque et aussi au projet divin, est-ce que cette opposition, elle ne s'est pas déjà rencontrée dans l'histoire, dans justement le microcosme de la famille d'Abraham, avec la fameuse opposition entre les petits-enfants d'Abraham et enfants de Jacob, Yosef et Yehuda? Absolument, Richard. Vous touchez ça, le point essentiel. C'est pas un problème qui est venu plus tard dans l'histoire. Dans les racines même de notre nation, nous retrouvons ce conflit. C'est Abraham qui met au monde Ishmaël, c'est Yitzhak qui met au monde Esav. N'oublions pas que le pire ennemi d'Israël, Amalek, c'est le petit-fils de Yitzhak. Il a grandi, il y a un midrash qui dit que Amalek a grandi sur les genoux de Yitzhak. C'est comme si on disait que Hitler avait grandi sur les genoux d'un Rabbi Lubavitch, ou je ne sais pas de qui. C'est ce qui s'est passé. Amalek a connu son arrière-grand-père qui était Yitzhak. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Je confirme ce que vous dites, que dès le départ, la racine de notre peuple est fondée à partir d'une contradiction, mais impensable, incompréhensible. Comment Amalek peut-il sortir de Yitzhak? Comment Ishmaël peut-il sortir d'Abraham? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer de là? C'est toujours la même notion. C'est que le peuple juif est, on pourrait dire, est le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'il contient tout. La lumière, l'obscurité, la vérité, le mensonge, des gens bien, des gens terriblement pas bien. On contient toute l'humanité et finalement notre histoire est le symbole de l'histoire de toute l'humanité. Et si nous réussissons, automatiquement nous trouverons la solution pour réparer l'humanité tout entière. Puisque tous les problèmes que toute l'humanité vit, nous les portons à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on a toujours été un peuple en conflit. C'est pour ça que 3 générations après le roi David, il y a déjà le schisme et la séparation entre 10 tribus et 2 tribus. C'est la raison pour laquelle, après la destruction du premier temple, 99% des Juifs de Babylonie n'ont pas voulu revenir en Israël à l'époque de Ezra. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la moitié des Juifs sont encore éparpillés dans le monde et ne veulent pas revenir sur leur terre. On est un peuple rempli de contradictions. Alors justement, pour focaliser sur
précisément la Judée-Samarie, et aujourd'hui, en fonction de tout cet héritage, est-ce que cette opposition intérieure israélienne et ces frictions entre ceux qui voudraient que, évidemment, comme c'est non seulement le droit international, normalement, les autorise, malgré ce que dit l'Europe et ce que dit l'ONU, mais aussi parce que ce sont les terres juives et hébraïques par excellence, et puis il y a une forte minorité israélienne qui est contre. Est-ce que ça ne symbolise pas de manière plus profondément cet antagonisme que vous signaliez entre Yehuda et Joseph, mais au-delà de ça, entre, si on prend Yehuda, c'est la tribu de ce qu'on appelle en hébreu la Malchut, c'est-à-dire le pouvoir politique du roi, de ce qu'on pourrait appeler dans le terme moderne la souveraineté étatique aujourd'hui, et d'autre part Joseph qui représente, alors pas la gauche à vrai dire, mais qui représente je dirais quelque chose, Yosef Hatzadik, le spirituel, et d'ailleurs la gauche, même si elle se défend d'être religieuse, elle incarne des idéaux que le Rav Kook avait appelés des idéaux qui sont quasi religieux, de liberté, égalité, fraternité, même s'ils ont été importés de notre peuple. Il y a là aussi une croyance athée, mais une croyance qui est une vraie religion. Alors, est-ce que c'est pas aussi ça, cette opposition entre les partisans de la souveraineté et les partisans, disons, d'une spiritualité laïque? Vous touchez, Richard, le point le plus important de notre rencontre aujourd'hui. Effectivement, comme par hasard, bien sûr, vous comprenez qu'il n'y a pas de hasard, la Judée et la Samarie sont les deux territoires qui appartenaient l'un, la Judée, à la tribu de Yehuda, l'autre, la Samarie, à la tribu de Yosef. Et comme par hasard, toute notre histoire a commencé avec un conflit entre Yehuda et Yosef. Et comme vous le dites d'une manière tellement juste, c'est vrai que Yosef incarne plus, on pourrait dire, l'idéal, et Yehuda incarne plus la réalité. C'est pour ça que ce que vous dites est absolument juste. Comment oser dire que la gauche a un lien avec Yosef? Mais Yosef, c'est le tzaddik, c'est le juste, c'est l'homme qui représente la Torah. Mais vous avez parfaitement raison, parce que c'est vrai que la dimension, on pourrait dire, la dimension, entre parenthèses, spirituelle de la gauche, c'est l'idéal. Un idéal moral, éthique. Éthique, mais complètement déconnecté de la réalité. Et d'une certaine manière, il n'y a aucune différence. Là, je sais que je vais me faire... Bon, peu importe, mais je le dis quand même, et essayez de me comprendre et pas toujours de me critiquer. Dans le fond, il n'y a... Je ne parle pas de vous, bien sûr, parce que ceux qui me critiquent. Mais dans le fond, il n'y a aucune différence entre, par exemple, l'orthodoxie antisioniste ou la gauche anti-hébraïque. Parce que finalement, l'orthodoxie continue à vivre au niveau d'un idéal complètement déconnecté de la réalité. On attend le Messie, c'est lui qui nous ramènera sur notre terre, et seulement lui aura on pourrait dire, une dimension politique que nous reconnaîtrons. Et la gauche, d'une certaine manière, aussi vit dans un idéal complètement déconnecté de la réalité. Et c'est pour ça qu'elle ne reconnaît pas, d'une certaine manière, on pourrait dire, la réalité politique telle qu'elle est, en tout cas depuis de nombreuses années dans le pays. Et c'est ça le lien avec Yosef. Qu'est-ce que Yehuda reprochait à Yosef? Il disait Yosef, bon, Yosef n'a rien à voir avec la gauche ou avec les orthodoxes d'aujourd'hui, mais c'est la même notion dans le fond. Qu'est-ce que Yehuda reproche à Yosef? Tu es un homme extraordinaire, mais tu es déconnecté de la réalité. La preuve, Yosef, c'est un rêveur. Quand il parle à ses frères, il leur parle de rêve. Mais regardons le message incroyable que nous transmet la Torah. Toute la vision de Yosef, c'est à travers des rêves. Ça veut dire que c'est un homme qui est déconnecté de la réalité, d'une certaine manière. C'est pour ça que Yehuda lui dit, tu as besoin de moi pour que je te ramène, que ta vérité, que ta grandeur morale et spirituelle, malgré tout, se rattache à la réalité. Et Yosef refuse. Et donc, ce conflit entre Yehuda et Yosef, et justement les deux territoires, la Judée et la Samarie, quel est on pourrait dire, l'allusion que le maître du monde nous fait? Tant que nous n'arriverons pas à associer l'idéal et la réalité, la dimension spirituelle et la dimension terrestre, tant que nous n'arriverons pas à trouver le juste milieu entre ces deux conceptions et ces deux visions du monde, et ben la Judée et la Samarie seront critiquées et revendiquées. C'est comme si le maître du monde nous disait, vous savez pourquoi on ne vous laisse pas reprendre la Judée et la Samarie? Parce que vous n'avez pas été capable à l'intérieur de votre peuple de faire l'unité entre la dimension idéaliste et la dimension réaliste.
Mais en vérité, ce conflit-là est dans le monde entier. Une fois de plus, c'est ce que je dis, nous sommes le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière. Dans le monde entier, il y a une séparation entre l'idéal et la réalité. Mais vous êtes bien d'accord avec moi pour dernière question, parce qu'on va arriver au bout de notre temps, du temps imparti à l'émission, que ce conflit entre Joseph, conflit profond entre Joseph et Juda est tellement compliqué que tout en incarnant la réalité et la souveraineté, on pourrait dire aujourd'hui Yehuda, Yosef incarnerait l'idéal, comme vous dites, mais en fait, Yosef, il a été aussi vice-roi en exil. Il a été vice-roi de Pharaon. C'est pour ça que le débat est compliqué. C'est qu'il a aussi assumé des fonctions telles que nous parlons dans notre, je dirais, dans notre pensée hébraïque du Mashiach, c'est-à-dire de la réparation qui s'appelle Ben Yosef, c'est-à-dire les fondements matériels de la nation, puisqu'il a été roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte, et ensuite Mashiach Ben David, qui justement est fondé sur un principe de réalité, mais qui est en même temps le plus spirituel des deux messies et qui va instaurer l'esprit hébraïque. Donc on a affaire à un chiasme, à quelque chose de très compliqué. Alors ma question, c'est comment vous voyez-vous dans ce cadre très sophistiqué et complexe? Vous disiez tout à l'heure qu'on est un peuple bien compliqué et sophistiqué. Comment vous-même le développement possible de cette polémique en Israël? Attendu quoi? Qu'on a déjà noté dans nos débats précédents, et j'ai eu le plaisir de vous recevoir 3 à 4 fois depuis que je fais cette émission depuis plus d'un an, que tout de même, il y a un changement sociologique. Le peuple d'Israël se rapproche de ses sources. Les Israéliens deviennent plus ouverts à la Torah. Il y a donc une préparation de ce passage du Mashiach ben Yosef au Mashiach ben David. Et donc, est-ce que c'est pas là le sens grâce auquel on va pouvoir résoudre cette contradiction? Écoutez, je vais juste revenir, avant de répondre à votre question, sur le point que vous avez mentionné, comme quoi Yosef était quand même vice-roi en Égypte. Mais, cher ami, c'est la confirmation de ce que je dis. Parce que diriger l'Égypte, c'est diriger finalement une nation qui est complètement déconnectée de l'idéal. C'est-à-dire que grâce au fait que Yosef dirigeait l'Égypte, il n'avait aucun problème et aucun souci de faire descendre son idéal dans la réalité, car il savait très bien qu'en Égypte, on ne peut en aucun cas faire descendre l'idéal yoséphique à l'intérieur d'une nation à ce point corrompue et idolâtre. Ce qui veut dire que ça correspond tout à fait à la nature du personnage qui, lui, préserve son idéal très haut, mais dans la réalité, il n'y a pas de problème, la réalité fonctionne d'une autre manière. Tandis que la grandeur de Yehuda, c'est que lui, il arrivera, c'est le Mashiach ben David, il arrivera à faire descendre la réalité, l'idéal dans la réalité, ce que Yosef, lui, n'est pas arrivé à faire. C'est pour ça que toute la période depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, jusqu'à plus ou moins aujourd'hui, s'appelle Mashiach ben Yosef, parce que nous reconstruisons le corps d'Israël, mais on ne voit pas encore vraiment l'âme rentrer dans le corps, d'une manière très globale, parce que bien sûr qu'il y a des changements inimaginables par rapport à il y a 100 ans, mais c'est surtout la reconstruction du corps, plus que le dévoilement de l'âme dans le corps. Alors maintenant, par rapport à ce que vous avez demandé, comment qu'on va y arriver, c'est un sujet dans lequel je suis complètement investi, surtout avec mes élèves et mon public israélien, et dans mes cours en hébreu. Ça fait très longtemps qu'on vit ce problème-là. La réponse est la suivante, cher ami. Il faut une véritable révolution à l'intérieur de notre nation, et dont la première phase est ce que j'appelle, moi, la disparition de la Torah galoutique. Qu'est-ce que c'est la Torah galoutique? C'est-à-dire que finalement, nous sommes revenus, les hommes de Torah, avec bien sûr énormément de nuances, il ne faut pas prendre tout ce que je dis à 100%, mais très schématiquement, et même dans le monde d'Ati-Léoumi, nous sommes revenus avec une Torah qui nous a accompagnés pendant 2000 ans en exil, et nous continuons, même ici en Israël, à propager la Torah de l'exil. Et qu'est-ce que c'est la Torah de l'exil? C'est une Torah qui s'intéresse beaucoup plus à la dimension spirituelle qu'à la réalité concrète. Vous connaissez des rabbinim aujourd'hui qui sont capables de vous dire comment on gère comment l'économie israélienne, comment on gère la politique israélienne, comment on gère la société israélienne. Non, non.
Mais par contre, les rabbinim sont très forts pour parler de comment on améliore ses qualités, comment qu'on chasse ses défauts, comment qu'on prie, comment qu'on étudie, etc. C'est la Torah du Galout. Parce qu'en Galout, on n'avait pas d'autre chose à faire que de s'occuper de la dimension spirituelle, puisqu'on n'avait pas de dimension matérielle. Tant que cette Torah régnera sur nous, on est dans une situation catastrophique. J'exagère de catastrophique. La première révolution que nous devons faire, c'est refaire naître et dévoiler la Torah d'Eretz Israël. Et qu'est-ce que c'est la Torah d'Eretz Israël? Ça veut dire créer des écoles où on va essayer d'être capable, d'après la Torah, de voir comment on gère une nation. Pas seulement comment on gère la synagogue ou la yeshiva, mais comment on gère une nation. Comment un parlement doit être construit selon les règles de la Torah. Comment une armée doit être construite. Ça veut dire s'occuper de la dimension réelle et pas uniquement idéaliste comme les rêves de Yosef quand le Messie viendra. Non. Et cette dimension, nous ne l'avons pas. Personne en Israël ne l'a. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation de déconnexion de la réalité. Alors, dernier paradoxe qui me servira de conclusion pour ce débat qui aurait nécessité beaucoup plus de temps et que sans doute on reprendra ultérieurement, compte tenu des développements prévisibles de ce dossier qui est loin d'être classé. Je note qu'un des autres paradoxes liés à tous ceux qu'on a signalés, c'est que justement l'avenir spirituel, cette révolution nécessaire au sein du judaïsme dont vous parlez, se focalise aujourd'hui sur un territoire qui est Judée-Samarie, qui est paradoxalement non pas un débat a priori spirituel, mais qui est le corps de la nation. C'est le corps de la nation qui est en jeu, et c'est justement au niveau des énergies du corps que doit avoir lieu sur cette terre, sur ces deux terres, une sorte de révolution spirituelle, parce que nos maîtres ésotériques nous ont appris que quand, disons, l'époque messianique avancera, le corps lui-même aura des énergies au moins égales, si ce n'est supérieures à celles de l'âme. Et donc, ce débat sur la Judée-Samarie, qui ne fait que s'amplifier, il est fondamental pour l'avenir du peuple juif. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Absolument. Tout est lié en vérité. Tous les problèmes, gauche, droite, Judée, Samarie, religion de l'exil ou Torah de l'exil et Torah de la délivrance, il n'y a en vérité qu'un seul et unique problème, Richard. Comment redevient-on une nation nettoyée de toutes les maladies de l'exil qui malheureusement nous ont accompagnés pendant des millénaires? Comment qu'on se soigne de l'exil? Et quand on trouvera le remède à cette maladie qui s'appelle l'exil, tous les problèmes se résoudront parce que tous nos problèmes n'ont qu'une seule et unique source. Nous sommes encore des Juifs de l'exil, qu'on le veuille ou non. Eh ben oui, c'est ce qu'avait dit David Ben-Gurion avec cette fameuse phrase que j'ai citée déjà, et que vous connaissez comme moi. On me posait la question à l'époque, en aux années 50, comment il allait faire revenir plus que 500 000 Juifs ou 1 million de Juifs. Il a dit ce sera pas trop compliqué de faire revenir les Juifs de l'exil, mais ce sera beaucoup plus compliqué de faire sortir l'exil de la tête des Juifs. Fin de citation. Je vous remercie. Shavua Tov, bonne semaine et à bientôt. Et à très très bientôt. Au revoir.